La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. L'actualité ce mercredi, la fin de la 38e session ordinaire des chefs d'État majeurs de la CEDEAO, session consacrée au terrorisme, la menace est réelle. La session décide donc de rendre au plus vite la force en attente de la CEDEAO opérationnelle. Autre session évoquée ce soir, la session ordinaire du Parlement de la CEDEAO. Intérêt, présentation, rapport, pays, travaux à Abuja, le compte rendu dans un instant. Et puis, écho enfin de journal de la conférence des hommes du plein évangile. Lomé est déjà prêt pour l'événement avec l'arrivée des premières délégations. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. Cet entretien a signalé tout d'abord entre le président Faure Gnassingbé et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud de Togo. Entretien riche en sujets, la coopération bilatérale, la célébration du 27 avril. Pour la petite histoire, eh bien, sachez que le Togo et l'Afrique du Sud célèbrent leur indépendance à cette même date. Les deux personnalités ont aussi évoqué Nelson Mandela. Je vous laisse écouter le diplomate sud-africain sur des propos recueillis par Ramdan Bassina. Aujourd'hui, nous fêtons le jour national de l'Afrique du Sud ici en Lomé. L'Afrique du Sud et Togo, c'est le même jour, le 27 avril, pour le jour national. Nous discutons aussi la possibilité d'incrémenter la relation commerciale entre les deux pays et aussi la possibilité de délégation d'hommes d'affaires de l'Afrique du Sud visiter Togo pour explorer la possibilité de relation. Et aussi centenaire de la naissance de Nelson Mandela, le grand homme d'Afrique. Afrique du Sud, Afrique et tout le monde. Et nous avons possibilité de faire une table ronde, de discuter la philosophie de Monsieur Mandela pour la nouvelle génération. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la philosophie, la morale, l'idée de Nelson Mandela. Et cette année aussi est le centenaire de la naissance de Madame Albertina Sisulu, la femme de Walter Sisulu. Et Mama Albertina est un symbole de la fortitude de toutes les femmes dans le temps de l'apartheid. Not just as South Africans, but also as Africa and the rest of the world. Donc l'ambassadeur de l'Afrique du Sud reçu en audience ce mercredi par le chef de l'État. Bientôt opérationnelle, la force en attente de la CEDEAO, décision prise à Lomé par les chefs d'état-major de la sous-région réunis pour leur 38e session ordinaire. L'espace CEDEAO est en effet menacé par de nouvelles formes de terrorisme, les crimes organisés. À l'ouverture comme à la clôture, eh bien, la cérémonie a été présidée par le ministre d'État Solito Kieso, représentant le chef de l'État. Le compte rendu de Félix Simdacha. Face aux nouveaux défis sécuritaires et en raison des crises qui deviennent récurrentes dans l'espace communautaire CEDEAO, il faut trouver des solutions qui s'imposent. Et les personnes les plus indiquées pour le faire sont les forces de défense et de sécurité, et surtout garantes de l'intégrité territoriale des pays et de la sécurité des personnes.
À l'issue de cette 38e session du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, réunion ordinaire d'échange et d'harmonisation de points de vue entre la plus haute hiérarchie militaire, l'espoir est permis. Ces 48 heures de discussion, d'échange, se sont déroulées dans un climat de grande convivialité, de franchise, d'échanges fructueux, porteurs pour la paix et la sécurité de notre sous-région. Nous n'avons pas envie de quitter Lomé, mais il faudrait que les chefs d'état-major retournent sur leur terrain d'opération, où les plus grands défis de sécurité relatifs au terrorisme, relatifs à la sécurité maritime, relatifs au crime organisé, relatifs à la gestion des différentes crises qui naissent légitimement ou non dans nos pays respectifs, il faudrait que les chefs d'état-major puissent retourner dans leurs pays respectifs. Satisfaction de tous, oui, et la pertinence des conclusions balise la voie à l'opérationnalisation de la force en attente de la CEDEAO, force voulue par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour maintenir et sauvegarder la paix dans l'espace communautaire. D'importantes décisions ont été en effet prises au cours de cette 38e réunion ordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. À preuve, votre comité a adopté la composition et l'équipement de la nouvelle structure de la force en attente de la CEDEAO avec les promesses d'unité qui ont été faites. Vous avez été également unanime à recommander le renforcement des moyens dont disposent nos forces en Guinée-Bissau et en Gambie afin de leur permettre d'accomplir avec beaucoup d'efficacité leur mandat. Ces pertinentes décisions permettront à coup sûr à nos armées de mener avec beaucoup d'énergie et de dextérité la lutte contre les menaces asymétriques qui se multiplient et mettent à rude épreuve la paix, la stabilité, la sécurité dans notre espace communautaire. C'est donc à qui ils vont le faire avec des troupes mais aussi de la logistique. Ceci grâce à la volonté et à l'engagement des chefs d'État parmi lesquels le président Faure Essozimna Gnazingbe, président du Togo et président en exercice des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Dans une motion spéciale lue à son endroit, les chefs d'état-major ont témoigné leur reconnaissance pour sa sollicitude et son engagement pour la résolution des crises dans les pays de la sous-région ouest-africaine. Autre titre de l'actualité, la première session parlementaire 2018 de la CEDEAO. Elle se tient actuellement à son siège à Abuja, au Nigeria. Les travaux sont consacrent une part belle à la présentation des rapports pays. Quels sont les sujets abordés? Quel intérêt donc pour les parlementaires et pour le Parlement lui-même? Réponse dans ce dossier de Essoram. Théou. En même temps que les rapports pays permettent le suivi de l'application des directives communautaires, ils constituent une véritable école des meilleures pratiques en matière de gouvernance politique, économique, sociale et culturelle. Ils prennent en compte également les critères de convergence, l'environnement et les changements climatiques, le paiement des produits des prélèvements communautaires. Si je prends le cas par exemple du Sénégal, il y a une nouvelle disposition électorale qui est introduite par rapport au parrainage des candidats aux élections présidentielles. Alors nous avons posé la question à la délégation sénégalaise de nous expliquer l'opportunité de ce parrainage. Pourquoi? Si c'est une bonne chose, ça va, nous souhaitons que ça soit une école pour les autres États membres. Concernant la Côte d'Ivoire a une nouvelle démocratie que nous autres, on s'interroge. Parce que voyez-vous, ils ont un vice-président, ils ont un premier ministre, ils ont deux chambres
de représentants, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça, je pense que c'est une première dans le monde. Alors les députés sont interrogés. L'opportunité de la création d'un Sénat, l'opportunité de la création d'une vice-présidence avec les démocraties que nous connaissons. Ils nous ont expliqué qu'il faut innover. On va expérimenter pour voir. Pour le cas de la Guinée-Conakry est en train de rentrer dans une autre phase parce que la fermeture de certaines chaînes de médias, contraire, n'est-ce pas, à la déontologie même et à la libre expression. Je crois que la Guinée tiendra compte de toutes ces nouvelles questions qui ont été soulevées pour que dans le prochain rapport, nous puissions donner plus de détails afin de nous éviter d'autres questions. L'intérêt des rapports pays, c'est qu'ils permettent également de confronter les informations des réseaux sociaux et des autres sources à la réalité vécue sur le terrain. Administration publique, industrie extractive et société civile, tous ensemble au deuxième jour du forum sur la redevabilité du secteur extractif au Togo, tous ensemble pour la gouvernance qui répond au mieux aux réalités nationales. Des formules idoines devraient être trouvées pour des résultats escomptés. Les précisions, Sandra Diagbé, Nathalie Panengui. Comprendre l'état d'avancement de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE est la préoccupation à la deuxième journée du Forum national de redevabilité sur le secteur minier du Togo. C'est un espace d'échange démocratique entre les parties prenantes que sont les administrations publiques, les entreprises extractives et la société civile sur les forces et faiblesses de la mise en œuvre de l'ITIE au Togo. Nous allons analyser le plan de travail que l'ITIE a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons essayer de revoir également le plan de communication de l'ITIE. Les parties prenantes vont faire des observations et des contributions pour améliorer les objectifs de l'ITIE au Togo et revoir le plan de communication de façon à ce que les résultats soient beaucoup plus pertinents et l'atteinte des objectifs plus efficace. Les débats vont tourner autour de la transparence, de la responsabilité sociale des entreprises, des enjeux sociaux et environnementaux du secteur minier. Et le projet de développement et de gouvernance minière PDGM, créé en 2016, apporte son expertise. La contribution du PDGM, c'est de permettre aux industries minières de régulièrement publier leurs données, leurs chiffres, et d'améliorer le système fiscal. Et donc, le PDGM travaille avec, par exemple, l'OTR, travaille avec l'ANGE du ministère de l'Environnement, travaille avec d'autres structures pour permettre aux industries extractives de effectivement publier correctement, donc à travers des missions d'inspection et de contrôle, mais aussi à travers des renforcements des capacités. Selon le coordonnateur de l'ITIE Togo, le défi actuel de son institution est d'introduire les principes de la transparence dans la mentalité des citoyens. Et améliorer donc la gouvernance de redevabilité pour un mieux-être des populations, même idéal de protection ici aussi pour les artisans, vous allez le voir, centre d'intérêt de cette rencontre qui devrait donc déboucher sur la fourniture d'une couverture santé pour ces artisans. Et c'est INAM qui va en assurer la réalisation. Le dispositif est contenu dans un document à l'étude depuis ce matin. Alors, les explications d'Ede Koussao, Christine Pétcheki-Aloudé. De vulnérabilité des artisans et des membres de leur famille révèle que cette couche de la population est quotidiennement confrontée à divers risques. Les acteurs restent encore très vulnérables vis-à-vis de la protection sociale. Les difficultés, les accidents de travail, les accidents de circulation, de travail au chantier, au bureau, aux ateliers, les accidents de santé, de vieillesse quand nous grandissons, bon. Vous savez, quelqu'un qui grandit n'a plus tellement d'argent pour se supporter. La grande difficulté, c'est les moyens financiers. Et pourtant, le secteur de l'artisanat constitue un levier important dans le développement économique et social. Sa part dans la formation du PIB national est de 18% en moyenne. Le gouvernement a entrepris des réformes depuis quelques années afin de redynamiser ce secteur. Cette étude de faisabilité pour la mise en place d'un dispositif de protection sociale des artisans confirme cette volonté de lutter pour le plein épanouissement des artisans au Togo. Le mécanisme de protection sociale
prend en compte les besoins sanitaires des artisans à travers l'assurance maladie. Aujourd'hui, il est possible de commencer à penser très rapidement à la prise en charge des artisans. On va passer à l'effectivité par la délivrance des cartes d'assurés. Nous sommes en train de travailler sur le système de formation de l'INAM pour également réduire la lourdeur des instruments de prise en charge que sont les carnets. Et je crois que d'ici là, les artisans vont rentrer dans un système qui sera tout à fait nouveau. Le secteur de l'artisanat constitue un outil de lutte contre la pauvreté et de croissance économique. Environ 1 million d'acteurs exercent dans le domaine. Le ministre en charge de l'artisanat s'est appesanti sur les défis à relever et a présenté les avantages de ce secteur. L'artisanat met en valeur des ressources locales. Il conserve et promeut le patrimoine culturel. Ce secteur, très diversifié, très stratégique, contribue de façon notable à la formation du produit intérieur brut de notre pays. Et le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, a inscrit le développement de l'artisanat parmi les priorités nationales de développement de notre pays. Et toujours dans le souci de renforcer les performances de ce secteur, plusieurs programmes et projets ont été initiés pour renforcer les capacités techniques, matérielles, financières des artisans et promouvoir également la visibilité du secteur de l'artisanat sur le plan national et sous-régional. En dépit de tous ces efforts, le secteur de l'artisanat reste confronté à des défis de taille, dont ceux portant sur les mécanismes de protection sociale. Nous avons pour mission, nous avons pour devoir de mettre en place un mécanisme approprié de protection sociale des artisans. C'est une orientation stratégique qui nous permet d'améliorer véritablement le quotidien des artisans et rendre ce secteur encore plus attractif. L'ensemble des acteurs impliqués vont donc apprécier les propositions contenues dans le projet de document qui prend en compte toutes les réalités de ce secteur en vue d'asseoir un mécanisme de protection sociale qui répond véritablement aux besoins des artisans. C'est parti pour la conférence doctorale à l'université de Lomé. Coup d'envoi ce jeudi. Au tableau, plusieurs activités inscrites par le Centre de droit public. But de l'exercice est faire acquérir des connaissances, fournir du soutien nécessaire aux doctorants dans le choix et l'amélioration de leur sujet de thèse. Reportage Mabel Fiagno, Tabitha Akapo. Un chercheur doit être imaginatif et créatif. Choisir une thèse de doctorat nécessite une rigueur et une discipline inouïe. Et pour plus d'adéquation entre les thèses et les réalités de nos jours, le Centre de droit public de l'Université de Lomé réunit ici les doctorants. Ces derniers seront édifiés sur plusieurs thèmes pour que les recherches aient un impact sur la société et boostent le développement. Nos doctorants, au cours de ces conférences doctorales, présenteront leurs travaux de recherche. Et ces travaux-là seront discutés par tous les intervenants aux fins d'amélioration. L'idée, c'est de faire en sorte que ces travaux, une fois mis sur la place publique, les uns et les autres puissent intervenir pour identifier, le cas échéant, les forces ou les faiblesses de ces travaux. Nous avions eu tout dernièrement une série de soutenances de thèses et au niveau du Centre de droit public, nous avons constaté qu'il y a un certain nombre de manquements qu'il faut combler. D'abord au niveau de la durée des thèses de doctorat, nous avons constaté que beaucoup sont allés au-delà des 3 ans. C'est une réflexion qu'on peut dire collective, une réflexion croisée des différents chercheurs sur les thèmes qui sont présentés par leurs pairs. Cette série va durer 3 à 4 mois. L'Université de Lomé fait de ces séries de conférences une plateforme d'échange et de partage, un espace de réflexion et un lieu de critique des thèses préchoisies et déjà rédigées.
La coalition togolaise pour l'éducation pour tous célèbre chaque année la journée mondiale d'action pour l'éducation. Elle a une fois encore mobilisé tous les acteurs et partenaires sur les enjeux de l'éducation, leur rappeler par exemple leur engagement pouvant garantir l'accès pour tous à une éducation de qualité et un apprentissage de qualité intégrant les conditions inclusives et équitables conformément à l'ODD 4. Les activités qui vont marquer cette semaine d'action pour l'éducation ont été lancées cet après-midi. Rafietou Mbérekou de Douaré. L'ODD 4 est l'un des points saillants des objectifs de développement durable sur lequel le Togo mène des actions pour garantir une éducation équitable et de qualité à tous les enfants et jeunes. La Semaine mondiale d'action pour l'éducation est une occasion pour les différents acteurs du système éducatif togolais de repenser les stratégies et politiques d'éducation. Des mécanismes qui doivent intégrer de nouvelles thématiques telles que la non-violence en milieu scolaire et l'éducation inclusive. Nous avons initié un projet, c'est Éduquer autrement, où nous avons travaillé avec d'éminents professeurs, avec le secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation pour élaborer d'abord un curriculum qu'on a déroulé au sein des écoles normales, former les enseignants sur cette thématique de la non-violence à l'école. Le gouvernement, depuis quelques années, a pris des mesures incitatives pour revaloriser la fonction enseignante. En témoigne la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation qui a connu des avancées significatives. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Au niveau de l'accès, vous allez remarquer qu'à tous les niveaux d'enseignement, l'accès a augmenté. Donc, au niveau du préscolaire, nous sommes passés d'un pourcentage faible d'environ 11%. Nous sommes actuellement au-delà de 30% de préscolarisation. Au niveau du coût primaire, le taux brut de scolarisation a dépassé 100%. Et l'équité également est presque réalisée au préscolaire et au primaire. Au niveau de la qualité, il y a eu beaucoup d'améliorations en termes donc, de renforcement des apprentissages, de diminution des taux de redoublement et des taux d'échec, surtout au niveau primaire, grâce donc à la mise en place des sous-cycles et grâce également au renforcement de la formation des enseignants, grâce à la mise à disposition des élèves de manuels de lecture et de calcul. Au niveau du secondaire également, il y a le renforcement de la formation des enseignants avec la réouverture de l'école normale supérieure. Et pour aller encore plus loin, à partir de la rentrée prochaine, on fera en sorte qu'on forme plus d'enseignants pour le secondaire dans les universités publiques. Au niveau du financement également, l'État a toujours augmenté chaque année le budget affecté au secteur de l'éducation. Des progrès certes, mais des défis restent à relever pour pourvoir le système éducatif des mécanismes innovants qui prennent en compte les personnes en situation de handicap et les couches vulnérables. Enseignement encore, et cette séance de formation pour les promoteurs d'établissements scolaires, privés et laïcs. La qualité de l'enseignement, les structures d'accueil sont les sujets à l'ordre du jour. Sonia Ménipo. Les établissements privés laïcs jouent un rôle important dans l'enseignement au Togo. Et pourtant, ils ont du mal à s'imposer sur l'échiquier national à cause de certaines difficultés, au rang desquelles le manque de formation adaptée au personnel enseignant et l'ignorance de la gestion des ressources humaines et financières. À celle-ci s'ajoute la méconnaissance des tests fondamentaux qui régissent la création de ces écoles au Togo. Ici, les responsables et promoteurs de ces établissements sont justement à l'école de la professionnalisation du secteur. On dit d'une école qu'elle est professionnelle quand elle a toutes les infrastructures, un terrain de jeu, une cour de récréation, quand elle a des bâtiments, que les enfants sont bien assis. Voilà, le personnel est formé, chacun sait quel est son devoir au sein de l'établissement. C'est là on va vers une compétence. Nous allons donner les b.a.-ba. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers la professionnalisation? Les écoles privées font beaucoup d'efforts, mais nous avons constaté qu'il reste encore beaucoup à faire. D'où l'idée de professionnalisation. Nos attentes, c'est que les promoteurs ou leurs représentants soient bien outillés et maîtriser au moins les éléments en ce qui concerne la gestion des ressources humaines,
la gestion administrative, la gestion financière et les tests qui doivent nous conduire à asseoir une bonne professionnalisation de l'enseignement privé laïque au Togo. La formation organisée par l'Alliance des professionnels de l'enseignement privé laïque du Togo entend outiller ses promoteurs d'établissements privés pour un meilleur rendement sur le terrain. Pour rappel, l'Alliance des professionnels de l'enseignement privé et laïque a été créée en mars 2016 pour, d'une part, rassembler tous les acteurs du secteur autour d'une vision commune et d'autre part, mettre en place un cadre d'échange avec le gouvernement. Voilà, séance d'information centrée donc sur la professionnalisation. Également dans l'actualité, praticiens de la justice et agents de douane sont à l'école de la Convention de Stockholm. C'est sur les polluants persistants, séance de renforcement des capacités. Ils sont venus des régions centrales et Cara. Les précisions de Nestor Mozou sur les objectifs. L'utilisation des produits chimiques engendre parfois des effets pervers sur la santé humaine et sur l'environnement. Pour limiter les conséquences, la communauté a adopté de nombreux instruments visant la gestion de ces produits, à l'instar de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Pour traduire dans les faits cette convention, le Togo a conçu un plan national de mise en œuvre des recommandations. Dans l'application de ce plan, les magistrats, les auxiliaires de justice et les agents des douanes constituent des maillons essentiels, raison pour laquelle ils sont conviés à cette rencontre de renforcement des capacités. Les participants à cette rencontre viennent des régions centrales et Cara. Si les douaniers et les agents du cordon douanier sont bien formés, s'ils connaissent bien les dispositions de la Convention, s'ils savent identifier ces produits, je crois qu'ils pourront aider à filtrer et à faire en sorte que ces produits ne nous envahissent pas. Ces produits, si les gens les font rentrer frauduleusement, ça peut devenir un problème de justice. Et il faut que le magistrat, le juge, connaissent les dispositions de la Convention et qu'ils sachent l'appliquer conformément aux dispositions nationales. Les polluants organiques persistants, ce sont des produits chimiques utilisés dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine industriel. Vous avez entre-temps entendu parler du DDT. Le DDT a fait son bon temps. Même celui qui l'a inventé a eu un prix Nobel parce qu'il a aidé à combattre les nuisibles dans le domaine de l'agriculture. Mais entre-temps, il s'est avéré très nocif pour la santé et très dévastateur pour l'environnement. Et c'est pourquoi, à partir de 2001, la communauté internationale a trouvé ces produits comme très dangereux pour la santé et les a ciblés pour les combattre. La rencontre vise aussi à établir un partenariat solide entre les acteurs concernés par la mise en œuvre de la Convention de Stockholm afin de permettre au Togo de s'acquitter convenablement de ses obligations vis-à-vis de cette convention et des autres qui traitent aussi des produits chimiques. Autre rencontre à signaler, une rencontre politique, celle des comités de base Unir Savane, rencontre avec le premier vice-président du parti Région Savane, rencontre sur les principes et les idéaux du parti. Un reportage à suivre avec Nestor Mozou et Désiré Aloy. Cantonaux du parti Union pour la République Unie dans la région des Savanes. Ils viennent de cette préfecture de la région. Après leur installation il y a un mois, c'est la prise de contact avec le vice-président du parti chargé de la région des Savanes. Une rencontre pour mieux se connaître et échanger sur les différentes stratégies de mobilisation des populations autour des idéaux de paix et de développement du chef de l'État, président du parti UNIR. Leur mission, converger les indécis, travailler donc à assurer les victoires au parti à toutes les échéances. Le vice-président Bagueg Tariro les a appelés à travailler en synergie. Cette rencontre était très attendue et les échanges ont été très riches, instructifs, où tous les militants, membres des bureaux qui vont diriger la vie de notre parti, il leur a été demandé le sérieux, l'engagement, le respect de l'autre, parce que notre parti est un parti qui respecte et c'est encourageant de constater cet engouement autour de notre parti par les populations de la Savane. Il revient de faire adhérer le maximum des populations. Il remplace naturellement sur le terrain les points focaux pour continuer la sensibilisation dans toutes les contrées de la région des Savanes. Il a annoncé dans les jours à venir plusieurs activités et il nous a demandé de rester prêts pour que le parti puisse atteindre ses objectifs, c'est-à-dire remporter les victoires. Ça va nous permettre de faire fonctionner correctement le parti. Donc des rencontres pareilles
c'est très important. Nous saluons cette initiative et nous lui disons beaucoup merci. Et nous disons également merci à notre président national, son Excellence François Nessingé. Ces secrétaires préfectoraux, cantonaux et communaux, couplés d'autres structures du parti UNIR dans la région des Savanes, forment un noyau solide de 8750 personnes ressources lancées sur le terrain pour travailler à l'implantation solide du parti UNIR dans toute la région des Savanes. Il est 20h30 au Sénégal. Les universités s'embrasent après la mort d'un étudiant de 25 ans. C'est à Saint-Louis. Les étudiants manifestaient contre le retard du paiement des bourses. Des violences ont éclaté dans 4 des 5 universités publiques du pays. Cela dit, retour au Togo. Dans le reste de l'actualité, cette séance de formation pour journalistes. Ils sont des médias publics et privés. Ils sont à l'école des nouvelles techniques de prise de son, d'image et de rédaction. On devrait donc s'attendre désormais à des reportages plus riches et à une production de qualité. Lucassi. Dans leur quotidien, les professionnels des médias informent, forment, sensibilisent et distraient les lecteurs, les auditeurs ou les téléspectateurs. Ainsi, ils influencent la vie sociale, politique et individuelle des citoyens. Dans l'accomplissement de cette noble mission, ils vont recueillir l'information, la traiter avant de la porter à la connaissance du public. Mais il faut reconnaître que malgré la formation suivie par ces derniers, avant de se retrouver dans ce corps de métier, des manquements sont encore constatés. C'est fort de ce constat que les journalistes des médias publics et privés se forment ici sur le journalisme reporter et l'amélioration du style et l'enrichissement des reportages. Il faut renforcer leurs capacités au vu de l'évolution technologique, vu tout ce qui se passe autour de nous, et pour que ces journalistes puissent être aguerris, on va leur permettre d'acquérir l'art d'écrire vraiment en tant que journaliste. L'écriture journalistique n'est pas la même chose que l'écriture littéraire. Donc le b.a.-ba de la profession va leur être donné pour ceux qui ne l'ont pas encore, et ceux qui ont cette base-là verront comment améliorer ce qu'ils font déjà peut-être si bien. Initié par le ministère en charge de la communication avec l'appui du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement FNAPP, cette formation permettra également aux participants de s'adapter aux évolutions du matériel de travail et mesurer l'impact du son et des images sur l'auditoire après des flashs et journaux bien fournis. En initiant cette formation, le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique veut, d'une façon plus générale, vous donner l'occasion de reviser votre technique de prise de son et de vue afin de réaliser des reportages en totale autonomie et maîtriser également la trilogie du journalisme télévisé, à savoir le commentaire sur l'image, le reportage et la présentation des journaux. D'une manière beaucoup plus spécifique, cet atelier de formation vous permettra de vous approprier les bases de la prise de vue vidéo en reportage, de maîtriser le maniement de la caméra, la chaîne de production en autonomie, de concevoir un reportage pour la télévision et de prendre en main certains logiciels. Une trentaine d'hommes et femmes de médias sont concernés par cette première phase de renforcement des capacités. Et ce communiqué, avant de nous séparer ce soir, communiqué de la CET, la Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux sur les 2 lignes de transport de la CEB en provenance du Ghana, ce mercredi 16 mai 2018, de 4h à 18h, la fourniture de l'énergie électrique a connu des perturbations dans les villes de Lomé, Thiévié, Azaon et leurs environs. La direction générale présente ses excuses à la clientèle pour le désagrément et la remercie pour sa bonne compréhension. Et merci à vous qui nous suivez ce soir et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée à vous.